La cérémonie de remise des diplômes s'étirait sur la pelouse universitaire sous un soleil éclatant de juin. Des rangées de chaises étaient remplies de familles fières, leurs acclamations saluant chaque diplômé qui traversait la scène. Eva Sterling avançait dans son fauteuil roulant, sa toge de diplômée flottant gracieusement autour d'elle. Le silence qui suivit l'appel de son nom fut assourdissant. Aucun parent, aucun ami, aucune voix ne retentissait en signe de célébration. Du fond de la rangée, un homme grand se leva, sa main burinée tenant celle d'une fillette de 6 ans. Ils furent les seuls à bouger, les seuls à applaudir. Leurs applaudissements résonnèrent dans l'espace silencieux. Eva se retourna, et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seule. Eva Sterling avait été autrefois le genre d'étudiante dont le nom figurait sur tous les tableaux d'honneur, dont les essais remportaient des concours, dont l'avenir semblait écrit en lettres d'or. La fille unique de Richard Sterling, PDG de Sterling Aerospace. Elle avait grandi dans un monde d'écoles privées et de salles de conseil, de galas de charité et d'apparitions soigneusement orchestrées. Mais sous la surface polie, Eva s'était toujours sentie comme un oiseau en cage dorée, les attentes de son père pesant plus lourd que n'importe quel manuel qu'elle avait jamais porté. La littérature avait été son évasion. Tandis que son père parlait de marges bénéficiaires et de parts de marché, Eva se perdait dans les vers de Dickinson et les flux de conscience de Woolf. Elle avait choisi de se spécialiser en littérature anglaise contre sa volonté, une petite rébellion qui lui semblait monumentale à l'époque. Ses professeurs louaient sa perspicacité, sa capacité à trouver un sens dans les interstices des mots. Elle avait été sélectionnée pour une bourse d'écriture prestigieuse, prévoyait de poursuivre une maîtrise pour écrire le roman qui grandissait dans son cœur depuis ses 15 ans. Puis vint l'accident. Il y a 2 ans, alors qu'elle rentrait d'un voyage de recherche sur le terrain pour interviewer des conteurs ruraux, sa voiture avait été percutée par un conducteur ivre qui avait grillé un feu rouge. L'impact lui avait broyé la colonne vertébrale inférieure. Elle s'était réveillée 3 semaines plus tard, un médecin lui expliquant des termes comme lésion médulaire incomplète et paralysie permanente à partir de la vertèbre L2. La première chose qu'elle avait remarquée n'était pas qu'elle ne sentait plus ses jambes, mais que son père maîtrisait déjà le récit, parlant au médecin des plans de traitement tandis qu'elle gisait là, sans voix. Les mois qui suivirent s'estompèrent comme des aquarelles sous la pluie, physiothérapie, chirurgie ratée, médicaments sans fin. Son père avait engagé les meilleurs spécialistes, l'équipement le plus cher, les soignants les plus qualifiés. Mais ce dont Eva avait besoin de l'espace pour faire son deuil, du temps pour s'adapter, la liberté de ressentir ces choses ne pouvait être achetée. Richard Sterling contrôlait tout, quels amis pouvaient lui rendre visite, quel médecin elle consultait, même quel livre son aide lui apportait dans sa chambre. Son monde se réduisit des couloirs universitaires aux couloirs d'hôpital, puis aux confins de leur propriété. La seule lumière était apparue 6 mois auparavant, lorsqu'elle s'était portée volontaire pour lire des histoires à l'école élémentaire Madison. Cela devait être une fois seulement, une faveur pour son ancien professeur qui coordonnait désormais les activités communautaires. Mais quelque chose dans ses petits visages, ses yeux avides, avait réveillé quelque chose qu'Eva pensait mort dans l'accident. Elle était revenue chaque semaine, son fauteuil roulant devenant moins une barrière et plus un trône unique d'où elle filait des récits d'aventure et d'espoir. Daniel Carter existait dans un univers entièrement différent. Âgé de 35 ans, il se tenait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait trop vu, mais refusait de se laisser briser. Ses épaules portaient un poids invisible, le souvenir de frères d'armes, de missions accomplies et échouées, le prix du service que les civils ne comprendraient jamais. Autrefois, il avait été le capitaine Carter, chef d'une unité d'opérations spéciales d'élite de l'Air Force. Maintenant, il n'était plus que Daniel, un technicien qui réparait les systèmes de CVC et rentrait chez lui pour la seule mission qui importait désormais. Sa fille, Lily, avait 6 ans, tout en yeux brillants et en curiosité illimitée. Elle avait les traits délicats de sa mère, mais l'esprit inébranlable de son père. Sarah était morte en donnant naissance à Lily, des complications que personne n'avait vu venir, laissant Daniel naviguer seul dans la parentalité. Il avait appris à tresser les cheveux grâce à des vidéos YouTube, à distinguer les larmes qui nécessitaient des pansements de celles qui exigeaient de la patience. Lily ne se souvenait pas de sa mère, mais Daniel veillait à ce qu'elle connaisse Sarah à travers des histoires, à travers les berceuses qu'il avait appris à chanter, à travers le jardin qu'ils plantaient ensemble chaque printemps avec les fleurs préférées de Sarah. Le passé était une pièce verrouillée où Daniel n'entrait jamais. Sa carrière militaire, les médailles dans une boîte au grenier, les frères qu'il avait perdus, tout cela restait enfoui sous la routine quotidienne des déjeuners préparés et des histoires du soir. Il ne parlait jamais d'Eagle Fire,
ne mentionnait jamais le nom de Richard Sterling, n'expliquait jamais pourquoi un officier des opérations spéciales décoré réparait maintenant des climatiseurs pour gagner sa vie. Certaines vérités étaient trop dangereuses à exprimer. Certaines batailles trop coûteuses à mener quand on avait une fille à protéger. Lily avait été celle qui l'avait traînée à la cérémonie de remise des diplômes. Elle avait remporté un concours d'essai en écrivant sur quelqu'un qui m'inspire, choisissant la dame en fauteuil roulant qui était venue dans sa classe raconter des histoires. La voix d'Eva peignant des images de terre lointaine, ses yeux retenant une tristesse que même une fillette de 6 ans pouvait reconnaître, son sourire quand Lily posait des questions sans fin, tout cela s'était transformé en une prose honnête d'enfant qui avait en quelque sorte remporté la première place. Le prix comprenait une invitation à la remise des diplômes de l'université où Lily lirait son essai avant la cérémonie. Daniel avait essayé de décliner poliment, mais la détermination de Lily était une force de la nature héritée de ses deux parents. Après que la cérémonie se fut dispersée et que les familles se furent rassemblées pour des photos, Eva se rendit en fauteuil roulant dans un endroit tranquille derrière l'auditorium. Le banc de pierre y avait été son refuge pendant ses années d'études de premier cycle, un endroit pour lire entre les cours. Maintenant, elle s'asseyait à côté, pas dessus, un autre petit ajustement parmi des milliers. La célébration continuait sans elle, voix et rire créant une symphonie dont elle ne faisait pas partie. Son père n'était pas venu. Sa mère était partie depuis 10 ans. Les quelques amis qu'elle avait eus avant l'accident s'étaient éloignés, mal à l'aise face au changement. Le bruit de pieds qui couraient la fit lever les yeux. Lily Carter bondit vers elle, ses couettes blondes s'envolant, un morceau de papier serré dans ses petites mains. Derrière elle, avançant à pas mesurés, venait Daniel. Eva les reconnut de la cérémonie, les seuls qui avaient applaudi. Lily s'arrêta brusquement juste avant le fauteuil roulant. Subitement timide, elle tendit le papier, un dessin au crayon d'une femme aux cheveux jaunes assise sur une chaise à roulettes, mais de la chaise s'élevait la même femme avec des ailes planant au-dessus des nuages. « Je t'ai fait ça, » dit Lily, sa voix petite mais déterminée. « Parce que dans tes histoires, tout le monde peut voler. » Eva prit le dessin avec des mains qui tremblèrent légèrement. Personne ne lui avait offert d'art qui n'était pas commandé par son père, approuvé par un comité. Ce simple dessin au crayon signifiait plus que n'importe lequel d'entre eux. « Merci, » murmura-t-elle, puis plus fort, « merci, Lily. C'est magnifique. » Daniel s'avança alors, et Eva le vit vraiment pour la première fois. Grand, aux épaules larges, avec le genre de sérénité des batailles gagnées de haute lutte. Ses yeux étaient gris, des nuages d'orage avec un soleil derrière. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, même si elle ne pouvait le situer. Il tendit sa main, calleuse à force de travail. « Daniel Carter, » dit-il simplement. « Le père de Lily. Elle a insisté pour que nous venions vous féliciter comme il se doit. » Le nom frappa Eva comme de l'eau froide, Daniel Carter. Elle avait déjà vu ce nom dans le bureau de son père, dans des dossiers marqués confidentiels. Sa main se figea à mi-chemin de la sienne. Le silence tendu entre eux, chargé d'une reconnaissance tacite. L'expression de Daniel ne changea pas, mais quelque chose se déplaça dans ses yeux, non pas de la surprise, mais de la résignation. « Vous savez qui je suis, » dit Eva. « Je sais qui est votre père, » répondit Daniel prudemment. « Je suis venu à cause de Lily, rien de plus. » Mais même en disant cela, leurs yeux contenaient des questions qu'aucun ne pouvait exprimer. Lily, insensible à la tension, avait découvert un papillon et le suivait avec des exclamations ravies. Eva observa l'innocence de l'enfant, puis regarda Daniel. Il n'y avait pas de colère sur son visage, pas d'accusation, juste une lassitude qui parlait de batailles menées et perdues. « Papa, est-ce que Miss Eva peut venir manger une glace avec nous ?» appela Lily. « S'il te plaît, tu as promis qu'on pourrait fêter ça après. » Daniel regarda sa fille, puis Eva. La chose intelligente serait de trouver des excuses pour partir maintenant. Mais Lily prenait déjà la main d'Eva, bavardant sur ses saveurs préférées. Et Eva, qui avait été seule dans la foule pendant 2 ans, se retrouva à hocher la tête. « Si votre père ne s'en soucie pas, » dit-elle doucement. Daniel l'étudia un long moment. Quoi qu'il ait vu sur son visage, peut-être une solitude qui faisait écho à la sienne, ou une véritable gentillesse envers sa fille, le fit hocher la tête lentement. Il y a un endroit à 2 pâtés de maison. Rien de fantaisiste. Ils formèrent un trio improbable avançant sur le trottoir, l'homme marchant lentement pour s'adapter au rythme du fauteuil roulant, l'enfant sautillant entre eux, et Eva naviguant sur des trottoirs qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant.
Le glacier n'était en effet rien d'extraordinaire, juste un endroit local avec des chaises dépareillées. Mais c'était réel d'une manière que la vie d'Eva n'avait pas été depuis des années. Le nom Eagle Fire était devenu synonyme d'échec dans certains cercles militaires, bien que la vérité complète soit enfouie sous des tampons, confidentiels, et des documents censurés. Il y a 7 ans, Daniel avait mené une équipe de 6 hommes en territoire hostile, chargés d'extraire 2 journalistes qui avaient été pris en otage par des insurgés. Les renseignements étaient solides, le plan méticuleux. Daniel avait passé des semaines à se préparer, étudiant des images satellites, coordonnant avec les ressources locales, entraînant son équipe jusqu'à ce que chaque mouvement soit une mémoire musculaire. Le complexe était censé être légèrement gardé. Leurs renseignements indiquaient une fenêtre entre les relèves de garde, une vulnérabilité qu'ils pouvaient exploiter. L'équipe de Daniel s'était déplacée comme des ombres dans la nuit du désert, atteignant le point d'extraction exactement à l'heure prévue. Mais lorsqu'ils pénétrèrent dans le complexe, ils le trouvèrent vide. Les otages avaient été déplacés des heures plus tôt, et à leur place se trouvait une embuscade. La fusillade dura 17 minutes. Cela sembla 17 heures. Le sergent-chef Martinez reçut une balle destinée à Daniel. Le lieutenant Thompson n'atteignit pas l'hélicoptère d'extraction. 2 bons hommes, 2 amis, 2 avenirs, effacés parce que quelqu'un avait divulgué leur calendrier opérationnel. Le rapport post-action de Daniel avait été exhaustif, soulignant l'échec des renseignements, la preuve évidente d'une fuite au sein de la chaîne de commandement. Il avait identifié des vulnérabilités de sécurité, remonté la chaîne d'information, présenté des preuves qui indiquaient au minimum une négligence grave, au pire une trahison. Le rapport remonta la chaîne de commandement et disparut. 3 semaines plus tard, Daniel fut appelé devant un comité de révision. Le verdict officiel fut un échec opérationnel dû à une erreur de commandement. L'échec des renseignements ne fut jamais mentionné. Les 2 soldats décédés furent blâmés à titre posthume pour avoir enfreint le protocole. Et Daniel, qui avait servi avec distinction pendant 12 ans, se vit offrir un choix, accepter une libération avec déshonneur ou affronter une cour martiale. La signature sur ces papiers de décharge appartenait à Richard Sterling, alors sous-secrétaire aux acquisitions de la Défense. Sterling avait eu besoin d'un bouc émissaire pour protéger les entrepreneurs de la défense et les agents de renseignement qui avaient réellement échoué. Daniel était pratique, sacrifiable, un soldat sans connexion politique. Daniel avait pensé à se battre, à aller voir la presse. Mais ensuite Sarah lui avait dit qu'elle était enceinte. Et soudain, il avait quelque chose de plus important que sa réputation à protéger. Il avait signé les papiers, rangé ses uniformes et n'en avait plus jamais parlé. La vérité n'aurait rien changé pour les morts et n'aurait fait que mettre en danger les vivants. Richard Sterling ne pensait probablement plus à Eagle Fire. Pour lui, cela avait été un problème à gérer, un scandale potentiel à enterrer. Il n'avait jamais rencontré les mères qui avaient reçu des drapeaux pliés, n'avait jamais été aux tombes des hommes qui étaient morts en croyant en leur mission. Daniel portait ces fantômes chaque jour, non pas parce qu'il les avait déçus, mais parce qu'il lui avait été interdit de leur rendre justice. 7 ans n'avaient pas atténué le poids de cette injustice, mais lui avait appris à la porter silencieusement, à transformer le deuil en un but, à se concentrer sur la fille vivante qui avait plus besoin de lui que les soldats morts n'avaient besoin de vengeance. Les premières rencontres après le glacier se produisirent organiquement, presque par accident. Eva avait commencé à visiter la section jeunesse de la bibliothèque le samedi matin, lisant à quiconque se rassemblait. Lily et Daniel apparurent la 2e semaine, puis la 3e, jusqu'à ce que cela devienne une routine tacite. Daniel s'asseyait au fond, faisant semblant de lire des journaux tout en regardant Eva se transformer en quelqu'un de lumineux lorsqu'elle tenait un livre. Sa voix changeait avec chaque personnage, ses mains peignaient des images dans l'air. Et pendant ces moments, le fauteuil roulant disparaissait entièrement. Ils commencèrent à parler pendant les pauses toilettes de Lily ou pendant qu'elle choisissait de nouveaux livres. Les conversations qui commençaient par la météo et l'école de Lily s'approfondirent progressivement. Eva apprit que Daniel se levait à 4h30 chaque matin, une habitude de ses jours militaires qu'il ne pouvait briser. Daniel découvrit qu'Eva peignait la nuit lorsque l'insomnie la frappait, que les murs de son appartement étaient couverts de toiles représentant des cieux qu'elle ne pouvait atteindre. Pourquoi l'ingénierie aéronautique ? Demanda Eva un après-midi alors que Lily était absorbée par des livres d'images. Après l'armée, je veux dire. Les mains de Daniel s'arrêtèrent sur sa tasse de café. J'avais besoin de quelque chose avec des problèmes clairs et des solutions réparables. Les machines sont honnêtes. Elles ne fonctionnent pas.
Tu cherches pourquoi. Tu les répares. Pas de politique, pas d'échec classifié. Le poids dans cette dernière phrase n'échappa pas à Eva. Elle voulait en demander plus, mais Lily revint avec une brassée de livres sur les dragons, et le moment passa. Un autre samedi, Daniel mentionna Sarah. Pas au passé comme il le faisait habituellement, mais au présent et de manière vivante. Elle aurait adoré ta voix de lecture, dit-il soudainement. Sarah, je veux dire. Elle lisait toujours à son ventre quand elle était enceinte de Lily. Elle disait que le bébé avait besoin de savoir que des histoires l'attendaient. Les yeux d'Eva brillèrent. Parle-moi d'elle. Alors, il le fit. À propos de l'infirmière qu'il avait défiée au billard dans un bar près de la base, qu'il avait battu 3 parties d'affilée, puis avait accepté un rendez-vous. À propos de son rire qui pouvait remplir des pièces vides. Son obstination qui rivalisait avec la sienne. Ses rêves d'ouvrir une clinique dans des communautés mal desservies. À propos de la grossesse qu'ils avaient célébrée, de la chambre d'enfant qu'ils avaient peinte en jaune, à propos de la façon dont elle avait été son encre pendant le pire des conséquences d'Eagle Fire, de la façon dont elle avait cru en lui quand le monde l'avait étiqueté comme un échec. Les médecins ont dit que c'était une embolie amniotique, dit Daniel doucement. Une chance sur 40 000. Personne n'aurait pu rien faire. Elle a pu tenir Lily pendant 6 minutes. Elle m'a fait promettre de dire à notre fille qu'elle était aimée chaque jour. Eva tendit la main à travers la table et prit la sienne, non par pitié, mais par compréhension. La perte était une langue qu'ils parlaient tous deux couramment. Ses doigts étaient doux contre sa paume calleuse, et aucun ne se retira. Lily leva les yeux de son livre, vit leurs mains jointes et sourit avant de retourner à ses dragons. Ils ne parlèrent de l'accident qu'une seule fois, un jour où la pluie éloignait tout le monde. Eva décrivit son réveil dans un corps qui n'obéissait plus, avec des jambes qui lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Le conducteur ivre s'en était tiré indemne, avait purgé 6 mois, avait envoyé une lettre d'excuse que son père avait brûlée avant qu'elle ne puisse la lire. Le pire n'était pas le fauteuil, dit Eva, regardant la pluie strier les fenêtres. C'était la façon dont tout le monde a commencé à me voir comme brisé. Comme si j'étais devenu la blessure au lieu d'une personne qui avait été blessée. Papa surtout. Il est passé du contrôle à l'étouffement. Daniel le comprenait aussi, la façon dont la perception des gens pouvait vous enfermer plus que n'importe quelle limitation physique. Il était passé d'officier décoré à soldat disgracié du jour au lendemain, voyant des amis traverser la rue pour l'éviter. Certaines prisons n'avaient pas de barreaux. Au fil des semaines et des mois, leurs rencontres du samedi évoluèrent en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Des cafés en semaine pendant que Lily était à l'école. Des messages textes sur des livres que Daniel pensait que Lily aimerait. Des appels téléphoniques lorsque l'insomnie frappait Eva et que Daniel était déjà éveillé par d'anciennes habitudes. Ils construisaient quelque chose de délicat et d'innommé, une connexion qui transcendait leurs histoires compliquées. Richard Sterling arriva à l'appartement de Daniel un mardi soir sans prévenir. Daniel venait de finir d'aider Lily avec ses devoirs quand on frappe à 3 coups secs qui parlaient d'autorité. Par le Judas, il vit un visage qu'il n'avait rencontré qu'en photo, plus âgé maintenant, aux cheveux argentés, mais portant toujours la même froide efficacité qui avait mis fin à la carrière de Daniel 7 ans auparavant. Daniel ouvrit la porte, mais ne l'invita pas à entrer. Ils restèrent là, le seuil entre eux. 2 hommes qui avaient été liés par la destruction, mais ne s'étaient jamais rencontrés. Le costume de Richard coûtait probablement plus que ce que Daniel gagnait en un mois. Tout chez lui criait le pouvoir. « Monsieur Carter », dit Richard, comme si le nom lui-même était désagréable. « Je pense que nous devons discuter des limites. »« Lily, va dans ta chambre, » dit Daniel doucement. Sa fille regarda entre les hommes, sentant le danger, et se retira. Ce n'est qu'une fois sa porte fermée que Daniel reprit la parole. « Dites ce que vous êtes venu dire. » Le sourire de Richard était fin comme une lame de rasoir. « Vous savez qui je suis. Vous savez ce que je peux faire. J'ai déjà mis fin à votre carrière une fois. Ne me forcez pas à être plus exhaustif. »« Je ne vous force à rien, » répondit Daniel, la voix stable. « Votre fille est une adulte qui fait ses propres choix. Ma fille est vulnérable, blessée. Elle n'a pas besoin de complications de la part de quelqu'un ayant votre histoire. » Le mot « histoire » planait entre eux comme une arme chargée. Daniel aurait pu argumenter,
aurait pu souligner l'ironie de Richard Sterling parlant de complications alors qu'il avait été celui à enterrer la vérité sur Eagle Fire. Au lieu de cela, il dit simplement « Eva c'est exactement qui je suis ». Le calme de Richard se fissura légèrement. « Vraiment ? C'est elle pour les 2 soldats qui sont morts sous votre commandement ? Pour l'échec qui a coûté ? L'échec que vous avez fabriqué pour protéger vos amis entrepreneurs de la défense ? » La voix de Daniel resta égale, mais ses mains se crispèrent. Les hommes qui sont morts parce que quelqu'un dans votre bureau a divulgué des détails opérationnels il y a 7 ans. Oui, monsieur Sterling. Parlons de cette histoire. Le silence se tendit. Le visage de Richard était devenu pâle. Avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix coupa l'attention. Oui, parlons-en. Les 2 hommes se tournèrent. Eva était assise dans son fauteuil roulant au bout du couloir, étant arrivée si silencieusement qu'il n'avait pas entendu l'ascenseur. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient de fureur. Eva, commença Richard, adoptant immédiatement le ton paternel qu'il utilisait pour les apparitions publiques, vous ne devriez pas être ici. Laissez-moi gérer. Le rire d'Eva était amer. Comme vous avez géré Eagle Fire ? Comme vous avez géré mon accident ? Comme vous avez géré chaque aspect de ma vie depuis la mort de maman ? Elle se rapprocha en fauteuil, se positionnant entre les 2 hommes. À Daniel, elle dit, prenez Lily et allez au parc. J'ai besoin de parler seul à mon père. Daniel hésita, inquiet. Mais l'expression d'Eva était d'acier enveloppé de soie. Il hocha la tête, appela Lily, et laissa le père et la fille à leur règlement de compte. La conversation qui suivit était en gestation depuis 22 ans. Eva avait toujours été la bonne fille, la réussite que son père pouvait exhiber lors des réceptions. Mais assise là, dans le couloir d'un inconnu, elle comprit enfin qu'elle n'avait jamais été une fille pour lui, juste un autre atout à gérer. Vous avez détruit un homme innocent pour protéger votre carrière, dit-elle doucement. Il y a 7 ans, vous avez signé des papiers qui l'ont ruiné. Et maintenant vous voulez contrôler avec qui je passe du temps ? J'ai protégé des intérêts plus grands qu'un simple soldat, répondit Richard, s'appuyant sur une logique utilitaire. Des sacrifices étaient nécessaires. Le sacrifice de qui ? Pas le vôtre. Jamais le vôtre. La voix d'Eva était stable, contrôlée. J'en ai assez d'être géré, papa. Assez d'être votre projet. Si vous essayez à nouveau d'interférer avec Daniel ou Lily, je rendrai tout public. Richard Sterling regarda sa fille et vit une étrangère. La fille qui avait autrefois cherché son approbation avait disparu, remplacée par une femme qui avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Il partit sans un mot de plus. L'ami d'Eva à l'université, Marcus, travaillait dans la cybersécurité pour le ministère de la Défense. Quand Eva l'appela pour lui demander une faveur très spécifique, peut-être illégale, Marcus l'écouta et accepta. « J'ai toujours su que ton père était un salaud », avait-il simplement dit. « Donne-moi 3 jours. » Les fichiers arrivèrent cryptés sur une clé USB. Les mains d'Eva tremblèrent alors qu'elle la branchait à son ordinateur portable. Des dizaines de documents remplirent son écran, mais un se distinguait, le rapport post-action original de Daniel concernant Eagle Fire, daté d'il y a 7 ans. Le lire, c'était comme voir une tragédie se dérouler. L'analyse de Daniel avait été méticuleuse, professionnelle. Malgré une perte personnelle, il avait identifié 3 brèches de sécurité critiques, toutes traçables au bureau des acquisitions du Pentagone, le domaine de son père à l'époque. Il avait recommandé une enquête complète, avait fourni des preuves de vente de renseignements, et en bas, de l'écriture de son père, enterré cela, utilisé Carter comme bouc émissaire. Eva imprima tout, son estomac se tordant. Son père n'avait pas seulement détruit la carrière de Daniel, il avait délibérément protégé les personnes responsables de la mort de 2 soldats. Les entrepreneurs de la défense mentionnés dans le rapport de Daniel avaient tous reçu d'importants contrats de Sterling Aerospace dans les 6 mois suivant Eagle Fire. Argent du sang, calculé et froid. Elle se rendit à l'appartement de Daniel ce soir-là, le dossier lourd sur ses genoux. Quand il ouvrit la porte, elle le lui tendit sans un mot. Daniel le prit, feuilleta les premières pages, son visage imperturbable. S'étant à se demander s'il avait imaginé la conspiration, et voici la preuve en noir et blanc. Merci, dit-il doucement. Mais Eva, si vous utilisez ça, vous perdrez tout. Il vous coupera complètement les vivres.
Le sourire d'Eva était triste mais déterminé. J'ai déjà perdu tout ce qui comptait. Ma mobilité, ma mère, mon indépendance. J'ai failli me perdre moi-même. Qu'est-ce que l'argent comparé à ça? Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est vos soins médicaux, vos traitements. Ma cage, l'interrompit Eva. Une cage très confortable, mais toujours une cage. Elle le regarda directement. Je préférerais lutter dans la liberté que vivre confortablement en captivité. Daniel étudia son visage, voyant non pas la fille brisée de la remise des diplômes, mais une femme qui avait trouvé sa force. Ce n'est pas votre combat, dit-il doucement. Cela s'est passé il y a 7 ans. C'est de l'histoire ancienne maintenant. C'est devenu mon combat au moment où je vous ai choisi, répondit Eva. Tous les deux. Vous valez plus que son argent, Daniel. Vous valez la vérité. La riposte de Richard Sterling fut rapide et complète. Les cartes de crédit d'Eva furent annulées en quelques heures. Son assurance médicale fut résiliée. L'appartement qu'il payait envoya un avis d'expulsion. L'aide privée qui l'aidait dans ses tâches quotidiennes fut rappelée. Même sa camionnette accessible en fauteuil roulant fut saisie. Richard Sterling savait comment faire la guerre par la bureaucratie. Eva s'y était attendue, s'était préparée autant que possible. Elle avait retiré de l'argent avant de l'affronter, avait déjà contacté les services sociaux concernant les soins médicaux fournis par l'État, avait recherché des options de logement abordables. Mais la réalité était toujours choquante, passer de ressources illimitées à compter chaque dollar, des meilleurs spécialistes aux cliniques surchargées. Daniel la trouva en larmes dans son appartement vide 3 jours après l'avis d'expulsion, entouré de cartons qu'elle ne pouvait soulever. Sans un mot, il s'assit à côté de son fauteuil roulant et la laissa s'appuyer contre lui jusqu'à ce que les larmes cessent. « Je ne pleure pas parce que je le regrette, dit-elle finalement. Je pleure parce que j'ai peur. Je n'ai jamais été sans son argent. Je ne sais pas comment faire. On apprend, dit Daniel simplement. Un jour à la fois, on s'adapte, on survit, et on ne le fait pas seul. Il l'aida à trouver un petit appartement au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble, accessible en fauteuil roulant et proche des transports en commun. Ses amis de son groupe d'anciens combattants l'aidèrent à déménager ses affaires, des hommes qui comprenaient la loyauté et le sacrifice sans avoir besoin d'explications. Lily décora la nouvelle chambre d'Eva avec des étoiles en papier qu'elle avait découpées elle-même, pour que tu puisses voir le ciel même à l'intérieur. L'ajustement fut brutal. Les soins de santé fournis par l'État signifiaient de longues attentes et des options limitées. La perte de son aide privée signifiait dépendre de Daniel ou des voisins pour obtenir de l'aide. Certains jours, le poids de ce qu'elle avait abandonné semblait écrasant. Mais ensuite Lily arrivait avec ses devoirs, où Daniel apparaissait avec les courses et restait pour le dîner. Et Eva se rappelait ce qu'elle avait gagné. Elle commença à donner des cours de soutien en ligne pour gagner de l'argent, son diplôme de littérature enfin utile. Elle demanda des prestations d'invalidité, naviguant dans une bureaucratie qui semblait conçue pour décourager. Elle apprit à gérer un budget, à faire les soldes, à ravaler sa fierté et à accepter de l'aide. Chaque petite victoire semblait monumentale. Daniel la vit passer du privilège au but avec un respect qui frôlait l'admiration. Il avait connu des soldats qui avaient craqué sous moins de pression. Mais Eva relevait chaque défi avec détermination. Elle ne faisait pas que survivre, elle découvrait qui elle était sans l'influence de son père. La femme qui émergeait de ce creuset était plus forte qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. 6 mois après avoir quitté la sphère d'influence de son père, Eva soumit une peinture à l'exposition des anciens élèves de l'université. Le thème était « Retrouver la lumière », destiné à montrer comment les diplômés laissaient leur empreinte. Eva avait peint pendant des semaines la nuit, son petit appartement empestant l'huile et la térébenthine. La peinture montrait une femme en fauteuil roulant au bas de la toile, mais elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait un homme, son corps positionné pour la protéger des vents invisibles. Au loin, un enfant aux bras tendus comme des ailes. L'œuvre entière était baignée d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur des figures plutôt que d'une source externe. Le vernissage de l'exposition attira une foule modeste. Eva avait hésité à y assister, sachant que son père pourrait apparaître, mais Lily lui avait fait une couronne de pissenlit ce matin-là, la déclarant « la reine de l'art », et Daniel avait mis son seul costume, et d'une manière ou d'une autre, leur présence rendait tout le reste irrelevant. Eva devait parler de son œuvre. Quand son tour vint, Daniel poussa son fauteuil roulant jusqu'à la petite estrade tandis que Lily se tenait à côté d'eux, vêtue de sa plus belle robe.
Cette peinture parle de la recherche de la lumière, non pas malgré l'obscurité, mais à cause d'elle, commença Eva, sa voix portant à travers la galerie silencieuse. Nous nous brisons tous. Certains visiblement, certains invisiblement. Mais nous portons tous des fractures. La question n'est pas de savoir si nous nous briserons. C'est de savoir qui se tient à nos côtés dans l'épreuve. Elle parla de la perte se transformant en connexion. D'étrangers devenant une famille. D'amour grandissant sur un sol inattendu. Elle ne mentionna pas son père par son nom, ne parla pas d'Eagle Fire, de sacrifice ou de trahison. Mais ceux qui savaient comprenaient. Je ne peux pas marcher, conclut Eva, regardant directement Daniel et Lily. Mais je ne suis pas tombée. Je ne peux pas courir. Mais je ne suis pas immobile. Je ne peux pas me tenir debout. Mais je ne suis pas seul. C'est ce que cette peinture représente. Les gens qui deviennent nos jambes quand les nôtres ne fonctionnent pas, qui deviennent nos ailes quand nous oublions que nous pouvons voler. Les applaudissements furent sincères, chaleureux, soutenus. Plusieurs personnes s'approchèrent ensuite pour discuter de l'achat de l'œuvre, mais Eva déclina poliment. Cette peinture n'était pas à vendre. C'était une déclaration, une promesse, une lettre d'amour à la famille qu'elle avait choisie. Ce qu'Eva ne savait pas, c'est que Richard Sterling se tenait au fond de la galerie, s'étant glissé après que les lumières se soient tamisées. Il regarda sa fille parler avec une confiance qu'il n'avait jamais vue, la regarda sourire à l'homme qu'il avait tenté de détruire 7 ans auparavant, la regarda s'illuminer lorsque la petite fille lui murmura quelque chose à l'oreille. Pour la première fois de sa vie, Richard Sterling vit sa fille non comme une extension de lui-même, mais comme une personne à part entière. Ses yeux devinrent humides, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis les funérailles de sa femme. Pour la première fois, il se demanda si sa version de la protection n'avait pas en réalité été une prison. Il partit avant que les lumières ne s'allument, avant que quiconque ne puisse le voir, mais non sans avoir longuement regardé la peinture. La façon dont les 3 figures semblaient se compléter, la lumière qui venait de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'était, réalisa-t-il, avec une humilité naissante, la première œuvre véritable que sa fille avait jamais créée. Les larmes qui coulèrent alors qu'il marchait vers sa voiture étaient pour toutes les années perdues. Tous les moments authentiques qu'il avait contrôlés jusqu'à disparaître. Le parc était le préféré de Lily, avec son étang aux canards et ses structures d'escalade. Daniel avait suggéré qu'il vienne ici après l'exposition, avait préparé un pique-nique pour le dîner. Lily s'était enfuie nourrir les canards, laissant Daniel et Eva dans un silence confortable alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit Daniel soudain, sa voix empreinte de gravité. « À propos de ce premier jour, à ta remise de diplôme. Je savais qui tu étais. J'avais vu ta photo après l'accident. J'ai failli ne pas venir. Mais Lily avait écrit cet essai sur toi, sur la façon dont tu rendais les histoires vivantes même si tu ne pouvais pas te lever. Elle disait que tu étais magique assise. » Eva sourit doucement. Elle n'avait pas tort. Non, acquiesça Daniel. Elle n'avait pas tort. Mais Eva, il faut que tu saches que je ne t'ai jamais approché à cause de ton père. Je n'ai jamais voulu me venger de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Cette partie de ma vie était terminée. Je sais, dit Eva simplement. Tu n'es pas fait pour la vengeance, Daniel. Tu es fait pour la protection, pour la loyauté, pour l'amour. Daniel resta silencieux un long moment, regardant Lily courir après un canard particulièrement audacieux au bord de l'étang. Puis il se leva, se plaça devant le fauteuil roulant d'Eva et s'agenouilla, se mettant à leur niveau. J'ai perdu ma carrière, mes frères d'armes, ma réputation. J'ai perdu Sarah. Je pensais avoir perdu ma capacité d'aimer qui que ce soit d'autre que Lily. Ses mains trouvèrent celles d'Eva. Puis tu es arrivé. Toi, avec tes histoires et ta force et ton refus obstiné d'être ce que quiconque d'autre décidait. Il y a 7 ans, ton père m'a tout pris. Mais peut-être que ça devait arriver ainsi pour que je sois ici maintenant, avec toi. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague simple, un unique saphir entouré de minuscules diamants. Pas cher, mais vrai et solide. Je ne peux pas te donner la richesse ou la vie pour laquelle tu as été élevé. Mais je peux t'offrir des matins avec un café terrible et des histoires du soir pour Lily. Je peux t'offrir quelqu'un qui ne verra jamais la chaise avant la femme. Je peux t'offrir un amour qui n'est pas conditionnel. Eva pleurait maintenant,
des larmes de joie plutôt que de perte. « Daniel, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, dit-il rapidement. « Oui, » l'interrompit Eva. « Oui au café terrible et aux histoires du soir. Oui au compliqué et au réel. Oui à toi. À Lily. À nous. » Elle se pencha en avant, encadrant son visage avec ses mains. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour pousser ma chaise. J'ai besoin de quelqu'un pour aller à mes côtés. Et c'est toi. » Lily, qui avait regardé secrètement, laissa échapper un hurrah et courut vers eux. « Est-ce que ça veut dire que Miss Eva va être ma maman ? » « Si ça te va, » dit Eva, serrant la fillette contre elle. « C'est mieux que bien, » déclara Lily. « Nous allons être une vraie famille. » Daniel se leva, une main sur l'épaule d'Eva, l'autre tenant les doigts de Lily. Le soleil se couchait, peignant le monde en or. Il n'était pas conventionnel, un père célibataire dont l'honneur avait été volé 7 ans auparavant, une femme paralysée qui avait tout perdu pour se retrouver, une enfant sans mère qui les avait réunis. Mais ils se choisissaient mutuellement, et c'était suffisant. Le mariage eut lieu 1 an plus tard dans un petit jardin derrière le centre communautaire où Eva enseignait maintenant des cours d'alphabétisation. Ce n'était rien comme le mariage mondain que Richard Sterling aurait planifié. Pas de quatuor à cordes, pas de sculpture de glace. Au lieu de cela, il y avait des fleurs sauvages dans des bocaux en verre, des lumières suspendues entre les arbres, et un repas partage fourni par leur famille recomposée d'amis. Eva portait une simple robe blanche qui flottait sur son fauteuil roulant, que Lily avait décoré de rubans et de gypsophiles ce matin-là. Ses cheveux étaient lâches, couronnés de marguerites cueillies par Lily. Elle ne s'était jamais sentie aussi belle. Le fauteuil n'était pas caché, il faisait simplement partie d'elle, orné et célébré comme le reste. Daniel se tenait à l'autel improvisé dans son uniforme de cérémonie, sorti du rangement et repassé avec une précision militaire. Ses amis vétérans avaient insisté, disant, 7 ans, c'était assez longtemps pour se cacher d'un honneur volé, pas perdu. Il semblait plus âgé que ses 35 ans, mais en paix d'une manière qu'Eva n'avait jamais vue. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent alors qu'elle avançait dans l'allée, poussée par Marcus, qui avait accepté de la donner, le calme de Daniel faillit se briser. Lily servit de demoiselle d'honneur et de porteuse d'alliance. Prenant ses fonctions au sérieux, elle avait répété sa marche pendant des semaines, s'alignant parfaitement sur le fauteuil d'Eva. Elle portait une robe jaune parce que, le jaune est la couleur la plus joyeuse, et portait une pancarte qu'elle avait faite elle-même qui lisait, « Enfin, une famille complète ». La cérémonie fut brève, les vœux personnels. Eva parla de trouver la force dans la vulnérabilité, d'un amour qui voyait au-delà des limitations. Daniel parla de deuxième chance, de cœur qui pouvait s'agrandir après s'être brisé, de 7 ans dans le désert menant à ce moment de grâce. Lorsqu'ils échangèrent les alliances, Lily se tenait entre eux, une main sur chaque bras, faisant de l'union une trinité. La surprise vint pendant la réception. Alors que le soleil commençait à se coucher et que la première danse était annoncée, tout le monde s'attendait à ce que Daniel danse pendant qu'Eva regardait. Au lieu de cela, il avait travaillé avec sa kinésithérapeute pendant des mois. Avec le soutien de Daniel et un harnais spécial caché sous sa robe, Eva se leva pas longtemps, mais elle se tint debout, ses bras autour de son cou, ses bras la soutenant et ils se balancèrent ensemble sur une chanson parlant de retour à la maison. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Marcus filma la scène, la qualifiant de « les 30 secondes les plus belles que j'ai jamais filmées ». Mais pour Eva et Daniel, le monde avait disparu. Il n'y avait que la musique, le doux balancement, le miracle d'être étreinte. Alors que la chanson se terminait et que Daniel aidait Eva à regagner son fauteuil, un mouvement au bord du jardin attira son attention. Richard Sterling se tenait dans l'ombre, non invité, mais présent. Leurs yeux se rencontrèrent à distance. Il ne s'approcha pas, mais il leva légèrement la main, un salut, une reconnaissance, peut-être même une bénédiction. Puis il se retourna et partit, laissant derrière lui une enveloppe sur la table des cadeaux. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété pour une maison, entièrement accessible, au nom d'Eva et Daniel, et une note, « Je me suis trompé sur beaucoup de choses, mais vous n'en faisiez jamais partie. Soyez heureux. RS. » Il y avait aussi un deuxième document, une lettre au Pentagone demandant une révision de l'incident Eagle Fire d'il y a 7 ans avec la confession complète de Richard sur son rôle dans la dissimulation. Cela ne restaurerait pas le grade de Daniel ni n'effacerait les années de lutte, mais cela blanchirait son nom. Eva montra les 2 documents à Daniel plus tard, après le départ des invités et que Lily se fut endormie contre l'épaule d'Eva.
Il essaie, dit-elle doucement. Trop peu, trop tard? Demanda Daniel, sans jugement dans la voix. Peut-être, admit Eva. Mais c'est quelque chose. Et après 7 ans de rien, quelque chose ressemble à tout. Ils passèrent leur nuit de noces dans leur nouvelle maison, tous les trois campant dans le salon car les chambres n'étaient pas encore meublées. Lily fit un fort de carton de déménagement, le déclarant « le château de la famille Carter ». Ils racontèrent des histoires à la lampe de poche, mangèrent les restes de gâteau pour le petit déjeuner de minuit, et s'endormirent dans un tas d'oreillers et de possibilités. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres vides, peignant des motifs géométriques sur les parquets. Eva se réveilla la première, le bras de Daniel autour de sa taille, le petit corps de Lily blotti contre son autre côté. Elle ne sentait pas ses jambes, ne les sentirait plus jamais. Mais elle se sentait retenue. Elle se sentait entière. Elle se sentait chez elle. Dehors, les oiseaux commençaient leur chœur matinal. Un camion de livraison passa en grondant. Les cloches de l'église marquaient le nouveau jour. C'était un dimanche matin ordinaire. Mais pour la famille qui se réveillait dans la maison non meublée, c'était le premier matin de leur vie extraordinaire ensemble. Daniel remua, déposa un baiser sur la tempe d'Eva. « Bonjour, Madame Carter. »« Bonjour, Monsieur Carter », répondit-elle, souriant contre son épaule. Lily se réveilla avec un bâillement dramatique, se lançant immédiatement dans des plans pour leur première journée complète. Ils avaient besoin de meubles et d'épiceries et de tableaux sur les murs. Ils avaient besoin d'explorer le quartier et de trouver les meilleurs endroits où Lily pourrait jouer. Ils avaient besoin de faire de cette maison un foyer. Alors qu'ils préparaient le petit déjeuner sur un réchaud de camping, riant de l'absurdité de leur cuisine vide, Eva pensa au chemin qui les avait menés ici. La solitude de ce jour de remise des diplômes semblait remonter à une vie entière. La femme qui était restée seule avait été transformée non par des remèdes miracles, mais par le simple fait d'être choisie. Elle regarda Daniel enseigner à Lily comment retourner les crêpes, tous deux couverts de farine, et sentit son cœur s'épanouir. Ils étaient une famille improbable, forgée par la perte, la trahison et l'espoir. Daniel portait toujours les fantômes d'il y a 7 ans. Eva faisait toujours face à des défis quotidiens. Lily manquait toujours la mère qu'elle n'avait jamais connue. Mais ensemble, ils écrivaient une nouvelle histoire. Une histoire où les fauteuils roulants pouvaient danser. Où les choses brisées devenaient belles. Où l'amour n'était pas malgré les blessures, mais grâce au courage qu'il a fallu pour faire confiance après avoir été brisé. Les crêpes étaient légèrement brûlées. Le jus d'orange était tiède. Les chaises de camping grinçaient. Mais alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner imparfait dans leur maison vide, ils étaient complets. Ils étaient choisis. Ils étaient chez eux. Plus tard, en déballant des cartons, Eva se surprit à penser à la peinture de l'exposition, maintenant accrochée dans leur salon. Les trois figures se soutenant mutuellement, créant leur propre lumière. Elle avait peint leur avenir avant de savoir qu'il était possible. « À quoi penses-tu » demanda Daniel, remarquant son expression lointaine. « Aux fins heureuses, répondit Eva, comment elles ne sont pas vraiment des fins du tout, juste des endroits où une histoire s'arrête pour qu'une autre puisse commencer. » Lily leva les yeux de ses animaux en peluche. « Tu nous raconteras une histoire ce soir, maman ? Sur des princesses et des dragons, maman ?» Le mot envoyait toujours de la chaleur dans la poitrine d'Eva. « Chaque soir si tu veux, promit-elle. »« Et papa pourra faire les voix, décida Lily. Il est bon pour les voix de dragon. » Daniel démontra sa voix de dragon, faisant rire Lily aux éclats. Eva les regarda, son mari et sa fille, et pensa à toutes les histoires qu'ils raconteraient dans cette maison. Des histoires d'amour qui ne nécessitaient pas de réparer. Des histoires de famille qui se choisissaient. Des histoires de femmes qui ne pouvaient pas marcher mais qui s'envolaient quand même. D'hommes qui avaient perdu leur honneur mais trouvé la grâce. D'enfants qui faisaient le pont entre les mondes avec innocence. Le soleil traversa leur nouvelle maison tout au long de la journée, marquant le temps non par la perte, mais par les rires. En soirée, ils avaient réussi à assembler un lit et à localiser la boîte de draps. Ils commandèrent une pizza dans un endroit qui ne connaissait pas encore leur nom, mais les connaîtrait bientôt. Ils s'assirent par terre, dos au mur, et regardèrent le coucher de soleil à travers leurs fenêtres. « On l'a fait » dit Eva doucement. « On l'a vraiment fait. »« Fait quoi » demanda Daniel, entrelaçant ses doigts dans les siens. «
S'en sortir. Se trouver. Construire quelque chose de nouveau à partir de tous les morceaux brisés. Nous n'avons pas fini de construire, lui rappela Daniel. Ce ne sont que les fondations. Eva sourit, pensant à tous les jours à venir. Il y aurait des jours difficiles. Des jours où le fauteuil semblerait une prison. Où les fantômes d'il y a 7 ans se feraient entendre, où il devrait expliquer à Lily pourquoi certaines familles étaient différentes. Mais il y aurait plus de jours comme celui-ci. Des jours à se choisir mutuellement, à construire ensemble, d'un amour qui transformait le sacrifice en force. Alors que les étoiles apparaissaient, la famille Carter se prépara pour sa première nuit dans sa nouvelle maison. Daniel porta Eva en haut des escaliers. Ils installeraient l'ascenseur la semaine prochaine tandis que Lily courait en avant pour préparer leur lit avec tous les oreillers. Ils se brossèrent les dents à un lavabo, entouré de cartons, racontèrent des histoires dont les voix résonnaient sur les murs vides, et s'endormirent enlacés les uns les autres comme des guillemets autour de leurs phrases préférées. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit du nouveau bois qui se tasse et du murmure du vent dans les arbres. Quelque part dans les murs, les fondations tenaient bon, construites pour résister aux tempêtes, comme la famille qui dormait à l'intérieur. C'était nouveau, mais solide, vide, mais plein de promesses, une structure attendant de devenir une histoire digne d'être racontée. Et le matin, quand le soleil et les oiseaux les réveilleraient à nouveau, ils continueraient d'écrire cette histoire, mot par mot, jour après jour, choix après choix. Un homme qui avait perdu son honneur 7 ans auparavant et trouvé son cœur. Une femme qui avait perdu ses jambes et trouvé ses ailes. Une enfant qui avait perdu sa mère et trouvé sa famille. Ensemble, ils étaient plus que la somme de leurs parties brisées. Ils étaient entiers. Ils étaient chez eux. Ils étaient aimés. Demain, il y aurait des meubles à acheter et des voisins à rencontrer, des rendez-vous chez le médecin et des entretiens d'embauche. Il y aurait toute la magie du quotidien de construire une vie ensemble. Mais ce soir, dans leur château de carton et de rêves, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils se tenaient mutuellement. Ils avaient l'espoir. Ils avaient l'amour qui avait survécu au pire, 7 ans d'injustice, 2 ans de paralysie, 6 ans de monoparentalité, et qui avait choisi de croire en un avenir meilleur. Et quelque part peut-être, Richard Sterling se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant une ville pleine d'étrangers, comprenant enfin ce qu'il avait troqué contre le pouvoir. 7 ans auparavant, il avait détruit un homme pour protéger un système. Aujourd'hui, cet homme tenait sa fille, l'aimant d'une manière que Richard n'avait jamais fait. Sa signature avait causé tant de dégâts. Mais de cette destruction, quelque chose de beau avait grandi. Pas le pardon, pas encore. Peut-être jamais. Mais la vie continuait malgré lui, à cause de lui, au-delà de lui. La femme en fauteuil roulant. L'homme déshonoré 7 ans auparavant. L'enfant sans mère. Il s'était trouvé dans les ruines et avait bâti quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Ils étaient la preuve que l'amour ne résidait pas dans la perfection mais dans la présence. Non pas dans l'intégrité mais dans l'étreinte. Non pas dans le fait de se tenir debout, mais dans celui de rester. Et ils restèrent cette première nuit et toutes les nuits qui suivirent, à travers des saisons de lutte et des moments de joie, à travers les jours ordinaires et extraordinaires d'une famille qui avait choisi d'être une famille. Ils restèrent, aimèrent et vécurent, écrivant leur histoire dans les petites actions qui rendent une vie digne d'être vécue, un amour digne d'être donné, un avenir digne d'être cru. 7 ans d'attente pour la justice. 2 ans d'apprentissage de la vie sans marcher. 6 ans à élever une fille seule. Toutes ces routes brisées avaient mené ici, à ce moment, à cette famille, à cet amour qui valait chaque instant de douleur qui l'avait précédé. La fin n'était vraiment que le début de tout, de toujours, de